Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes très heureux d'accueillir Madame Mathieu Job pour notre deuxième séance sur le cycle Camus. Nous avons présenté l'UP14 la dernière fois, donc je ne vais pas y revenir. Je dirai quelques mots sur le parcours exceptionnel de Madame Mathieu Job pour ceux qui ne la connaissent pas encore. J'indique que vous êtes, Martine Mathieu Job, vous êtes agrégée de littérature moderne, que vous avez enseigné à l'université de Bordeaux-Montaigne, mais aussi sous d'autres tropiques. Vos travaux de recherche portent principalement sur la littérature française et ses voies francophones, océaniennes et africaines, coloniales et post-coloniales. Vous avez dirigé beaucoup d'ouvrages collectifs, un premier qui se nomme « À l'école en Algérie des années 30 à l'indépendance », Albert Camus, correspondance avec ses amis Benesti 1934-1958, L'Algérie en héritage avec Leila Chebar. L'écriture camusienne est un terrain que vous connaissez fort bien. En outre, vous avez en commun avec Camus d'être né sur la même terre. Votre dernier ouvrage, Mon cher Albert, Lettre à Camus, est sorti en 2021. Vous intitulez votre conférence Camus et l'Algérie, une relation passionnelle. Merci. Merci beaucoup de cette présentation. Merci aussi de votre accueil. Je trouve toujours ces initiatives d'université populaire remarquables. Merci à vous d'être venus si nombreux en bravant le froid. On va se réchauffer en évoquant l'Algérie de Camus. Alors, j'ai prévu une trame, bien sûr, pour présenter le sujet, mais l'essentiel, ce seront les échanges qui vont suivre. Alors, je vous dis grosso modo ce que j'ai prévu. Je vais d'abord dire pourquoi l'Algérie a cette importance fondamentale dans la vie et dans l'œuvre de Camus. Donc, d'abord, je partirai de là. Puis ensuite, inévitablement, j'aborderai la question coloniale et comment Camus, justement, s'est trouvé au cœur des nœuds conflictuels que cela a provoqué. Et puis, si j'ai un peu de temps, j'évoquerai aussi la réception de Camus côté Algérie. Voilà, grosso modo, le parcours que je me propose de faire avec vous. Alors d'abord, l'importance fondamentale de cet ancrage. C'est un ancrage affectif et symbolique tout à fait important. Vous savez que Camus est mort avant même d'atteindre sa 47e année. Et sur ses 46 ans de vie, il en a passé 30 en Algérie. Donc, du point de vue déjà de l'amplitude de la durée donc de cette vie, vous voyez bien que la balance penche du côté de l'Algérie. Il y a habité continuellement, à l'exception de quelques mois dans l'année 40, où il a été embauché à Paris Soir, qui était un journal populaire, puis très vite, le journal, du fait de la guerre, a eu des problèmes. Il est revenu en Algérie. Il a passé 1 an et demi à Oran, mais à partir de 1942, une rechute de tuberculose, cette maladie qu'on a diagnostiquée lorsqu'il avait 17 ans et qui a sans cesse brandi son épée de Damoclès au-dessus de sa tête. Il y a eu des rechutes à des périodes régulières. En 1942, à l'été 1942, il est si mal que les médecins, son médecin en particulier, le docteur Cohen, lui conseille d'aller d'urgence sous un autre climat que le climat algérien pour essayer de soigner ses poumons. Donc en 1942, à l'été 1942, Camus va sur le plateau du Vivarais pour une cure d'air, comme on disait à l'époque. On ne savait pas soigner autrement la tuberculose qu'en conseillant cela. Et puis ça va être un enchaînement à partir de là. 1942, les Alliés débarquent en novembre en Algérie, coupant de ce fait, du fait de la rétorsion allemande, les ponts entre la métropole et les colonies. Camus se trouve pris, il reste 14 mois au Chambon-sur-Lignon. Puis ensuite, Pascal Piat, son ami d'Alger, l'embarque dans l'aventure de combat, dans la résistance. Et à partir de là, il va être happé par le journalisme,
par le fait aussi qu'il trouve du travail auprès des éditions Gallimard, qui vont être non seulement son éditeur à Paris, mais qui vont lui offrir aussi, lui qui est à la recherche incessante d'un emploi pour vivre, lui propose un emploi de lecteur et de directeur de collection. Et donc, il va être pris dans cet engrenage qui va le fixer pour longtemps à Paris, sans qu'il renonce à intervalles réguliers à essayer de revenir s'installer en Algérie. Il envoie des lettres à des amis pour demander justement qu'on lui trouve, si possible, un endroit sur les hauteurs d'Alger, à la Bouzaréa ou ailleurs, où il puisse venir s'installer. Et c'est vraiment à partir du moment où il y a le conflit de la guerre d'indépendance qu'il, même s'il retourne à intervalles réguliers en Algérie, qu'il aura la conscience qu'il a perdu assez durablement et quasi définitivement. On ne sait pas s'il se rangeait à cette solution. Donc il renoncera petit à petit à aller vivre en Algérie durablement. Il trouvera un substitut à l'Algérie, à Lourmarin, où il pouvait, disait-il, sentir en face la rive méditerranéenne de sa naissance. Donc voilà, 30 ans de vie, c'est beaucoup pour n'importe quel individu. Et c'est non seulement un lien qu'on a tous avec sa terre natale, mais c'est aussi le lieu d'une formation. Il y passe son adolescence, sa jeunesse, son entrée dans la vie d'homme. Donc c'est bien entendu une période fondamentale, tout à fait importante. Et on ne peut connaître Camus et comprendre Camus sans se pencher sur cela, cette attache foncière à l'Algérie. Alors, ce qui en fait aussi, maintenant spécifiquement, au-delà de ce que n'importe qui pourrait avoir justement comme lien, ce qui en fait l'importance pour Camus, c'est de façon paradoxale le milieu social dont il est issu. Il est issu en effet d'une famille pauvre, on pourrait même dire justement très indigente. D'abord sur le plan économique, donc il a connu la pauvreté et il connaîtra, pas enfant, mais à l'adolescence, à l'entrée au lycée, l'humiliation, la honte d'être pauvre, qu'il chassera assez vite, pour au contraire transformer ça en une sorte de revendication fière, justement. Mais au-delà, je dirais, de la question économique, ce qui fait aussi la caractéristique de la vie de Camus en Algérie, c'est qu'il est né dans une famille particulièrement indigente sur le plan culturel. Il a en effet été orphelin de père très tôt, puisque son père est mort avant qu'il ait atteint sa première année. Son père a été mobilisé et il est blessé dès les premiers assauts dans la Marne et il meurt peu de temps après à l'hôpital. Donc, il est enterré au cimetière militaire de Saint-Brieuc. Camus n'a jamais connu son père. Ce qui fait qu'il a été, avec sa mère et son frère aîné, recueilli chez sa grand-mère maternelle, elle-même veuve, dans un foyer où il y avait aussi le frère de sa mère. Pendant un temps, même le deuxième frère, le frère aîné part assez vite, mais la caractéristique, c'est que non seulement c'est une famille pauvre, où tout le monde essaie de ramener au foyer un peu d'argent, la mère est femme de ménage, son frère Étienne travaille dans une tonnellerie, mais c'est surtout une famille sans formation intellectuelle. La mère est analphabète, et l'oncle également. La grand-mère, qui est d'origine espagnole, parle un français approximatif. Et qui plus est, dans cette famille où il n'y a pas de livres, il y a aussi une difficulté de parole. C'est une famille de peu de mots. On parle peu, on n'a rien à transmettre. Et la mère de Camus, comme son frère, sont atteints d'une surdité qui explique aussi, aggravée chez la mère par le choc qu'elle reçoit à l'annonce de la mort de son mari, aggravée d'une grande difficulté de parole. Camus, avec beaucoup de tendresse et avec justement un infini respect, dira de sa mère qu'elle avait un vocabulaire d'à peu près 400 mots. Donc, c'est une famille particulièrement démunie.
Et alors, il y a dans la vie de Camus des textes et des déclarations qui disent combien il a été heureux. C'est tout à fait paradoxal. D'abord parce qu'il n'a pas ressenti justement cette pauvreté comme un handicap, puisqu'il y avait tout l'environnement naturel, la nature prodigue, le climat bénéfique, la lumière merveilleuse de cette rive méditerranéenne, dans laquelle il a ressenti une liberté, une sorte justement de plénitude qui compensait tout ce que le foyer familial ne lui procurait pas. Il y a aussi du fait, probablement, que c'est une famille où l'on ne parlait pas, où l'on n'avait pas justement d'échanges verbaux. Cet enfant qu'a été Camus a développé une sensibilité exacerbée. Il est sensible aux sons, aux odeurs, aux couleurs, à tous les langages qui sont des langages non verbaux d'une certaine façon. Quand il parle de sa mère, il décrit son attitude, il cherche le moindre sourire, le moindre regard. Donc ça développe chez lui une sensibilité tout à fait particulière qu'on retrouvera justement lorsqu'il regardera le paysage et qu'il sera sensible aux odeurs, aux couleurs, au souffle du vent. Et cela développe non seulement son sens esthétique, mais aussi toute une propension à la rêverie. Et ça va être justement une des caractéristiques de Camus dans une sorte de double postulation, un élan lyrique, une sorte justement de tendance à la rêverie, à l'utopie, à la mythologie, et puis de l'autre côté, le rappel que justement sa naissance dans ce milieu social lui fait sans cesse, une sorte aussi de retour au réel et d'attention aux choses les plus concrètes de l'existence des hommes. Mais je veux d'abord parler du premier de ces penchants, si vous voulez, cette sorte de compensation, de substitut qu'il trouve dans les éléments naturels au manque, aux pénuries, si vous voulez, à l'absence d'expression sensible dans sa famille. Il y a donc non seulement une tension qui le porte à profiter, à se sentir justement enfant de cette nature, plus qu'enfant d'une famille ou d'un lignage, mais aussi une sorte... Alors donc, quand il parle de la nature, j'essaierai de vous lire des textes, justement, il la personnifie sans cesse, il l'anthropomorphise, c'est-à-dire que cette nature, la mer par exemple, est systématiquement féminisée, comme la terre, alors que le vent, le soleil sont plutôt sur le versant masculin. Il y a une sorte justement de pulsion érotique qui fait qu'il se sent tour à tour enfant, amant de cette terre, qu'il fusionne avec elle dans des noces. Vous connaissez tous le titre d'un de ses essais littéraires, Noces. Il se sent véritablement en union, il épouse la nature algérienne. Mais ce sur quoi je voudrais insister, c'est surtout sur le fait que, parce qu'il se sent justement aussi en osmose avec tout cet environnement naturel, il y a, et puis aussi du fait de ses lectures, puisqu'il cherche aussi une compensation, surtout à partir du moment où il entre à l'école et où il perçoit l'importance des livres, du fait de ses lectures également, il a tendance à se construire toute une mythologie qui fait que il y a le développement aussi de cette fibre poétique qui n'est pas seulement une réaction à la nature, mais une sorte de lyrisme un peu idéalisateur. Et donc, il rêve au sein de cette nature. Et il y aura toujours dans son œuvre, à partir justement de ces fondamentaux, deux types d'écriture. Des textes, si vous voulez, qui ont un appui fort sur la réalité. Par exemple, le premier texte qu'il publie aux éditions Charlot à Alger en 1937, L'envers et l'endroit. Ce sont des petits textes qui sont déjà autobiographiques, même s'il n'y a pas un jeu qui apparaît. Mais ce sont des textes qui montrent son observation extrêmement aiguë des gens qu'il a côtoyés, du milieu dont il est issu. Et il essaie de rationaliser à partir de là. Donc il y a sa fibre philosophique, si vous voulez. Et puis l'autre type de texte,
c'est justement le premier recueil d'essais littéraires, c'est ainsi qu'il l'appelle, on dirait plutôt essais poétiques. C'est Noces, hein, qui est publié en 1939 chez Charlot. En fait, ce sont des textes qu'il a écrits à 22-23 ans. Et si je vous lis, justement, vous en connaissez bien sûr certains passages, vous savez comment, dans ce recueil, Noces, il y a plusieurs petits essais poétiques, et l'un d'eux célèbre moins Alger. Il y a aussi Alger, par exemple, dans L'été à Alger, mais l'un d'eux parle justement d'une émotion décuplée par rapport à celle qui a été ressentie par Camus dans sa ville de naissance, Alger. C'est Tipaza, c'est ce lieu justement qu'il découvre à 16 ans et sur lequel il retournera régulièrement, comme si c'était là, précisément, qu'il pouvait trouver non seulement l'accord immédiat avec la nature, mais également cette tentation d'édifier véritablement un mythe à la fois personnel et un mythe pour l'Algérie. C'est pour ça que j'insiste sur ce point. Donc vous connaissez l'incipit, hein, le début de Noces à Tipaza, avec cette espèce d'élan lyrique. Je vous lis le début. Au printemps, Tipaza est habité par les dieux, et les dieux parlent dans le soleil et l'odeur des absinthes. La mer cuirassée d'argent, le ciel bleu et cru, les ruines couvertes de fleurs et de lumière à gros bouillons dans les amas de pierre. Vous voyez qu'il y a là à la fois une sensibilité, je dirais, de peintre, de poète, d'artiste, mais aussi la convocation d'un certain paganisme, on va dire, avec des dieux. Alors on pourrait penser que c'est là une œuvre adolescente encore dans le fond, mais il me semble que non. Alors bien sûr, Camus n'adoptera plus, après un lyrisme aussi débridé dans les œuvres ultérieures, mais quelque chose est dit là qui va cheminer tout au long de sa vie dans son œuvre et dans son esprit. Alors, par exemple, plus bas, plus loin, dans ce texte toujours de Noces à Tipaza, il y a cette phrase. J'avais bien joué mon rôle, parce qu'il parle d'une journée. Alors il décrit l'arrivée sur le site, immédiatement, l'envie de se rouler dans les absinthes, d'avoir sur son corps les odeurs, justement, des fleurs, puis ensuite sa baignade et cette fusion dans l'élément liquide maritime, etc. Et puis, à la fin, dans une sorte de bilan, pour rassembler toutes les émotions qui ont été ressenties, j'avais bien joué mon rôle, j'avais fait mon métier d'homme, et d'avoir connu la joie tout au long d'un jour ne me semblait pas une réussite exceptionnelle, mais l'accomplissement ému d'une condition qui, en certaines circonstances, nous fait un devoir d'être heureux. Voilà, il y a déjà, si vous voulez, à la fois une leçon, dans le fond philosophique, mais surtout qui va être apte à poser les fondements d'une mythologie. Il y a chez Camus, bien que pauvre dans sa jeunesse, bien qu'ensuite ayant à traverser différentes épreuves, celle de la guerre, de la Deuxième Guerre mondiale, celle justement ensuite de la guerre d'Algérie, il y a chez lui le sentiment que le devoir de l'homme est de chercher à être heureux, sans ressentir de culpabilité, et précisément comme si c'était là ce qu'il y avait de plus noble et dans le fond de la plus grande marque de résistance à l'absurdité ou au lot de malheur que toute vie d'homme comporte. Il y a là la première expression qu'on trouve chez Camus de ce qu'il se représente comme étant son métier d'homme. C'est l'Algérie qui le lui a appris. Alors, par exemple, 20 ans plus tard, il revient à fréquence régulière à Tipaza, dès qu'il le peut. Il y amène les amis qui lui sont chers pour leur faire connaître justement cette émotion, pour leur faire ressentir ce qui transpire de cette nature dans laquelle, bien sûr, il perçoit des traces antiques, mais j'y reviendrai, dans le fond, le passé lui importe peu. S'il choisit les ruines de Tipaza, ce n'est pas parce qu'il y a une présence antique, mais parce qu'au contraire, l'histoire a laissé des traces, mais montre
que la nature l'emporte toujours sur les événements historiques. Et il y a aussi chez Camus le consentement à ce qu'une vie d'homme soit limitée, puisqu'il sait qu'après lui, d'autres hommes vivront, connaîtront les mêmes émotions, les mêmes bonheurs et les mêmes blessures, et que cette éternité de la nature console d'une certaine façon de la finitude humaine. Alors donc, ça c'est déjà à 22-23 ans, sa position. 20 ans plus tard, lorsqu'il publie un autre, donc il a quasiment 40 ans, lorsqu'il publie un autre essai poétique en 1954, qu'il intitule « L'été », il revient dans un texte qui s'appelle Retour à Tipaza, sur ce site dans lequel il a connu ses émotions fondamentales, fondatrices, et sur justement la possibilité ou non d'y retrouver ce qu'il appellera lui-même un fil d'or qui le relie à cet esprit solaire dont il se sentait l'enfant dès les premiers textes. Dans l'été, il y a cette phrase qui dit justement la réussite du projet de renouer ce fil d'or. J'ai ainsi avec l'Algérie une longue liaison, vous voyez bien à nouveau ce vocabulaire qui raconte un rapport personnel, intime, interpersonnel avec la terre algérienne. J'ai ainsi avec l'Algérie une longue liaison qui sans doute n'en finira jamais et m'empêche d'être tout à fait clairvoyant à son égard. Et donc, dans Retour à Tipaza, je rappelle que c'est justement après des années de guerre, après qu'il a fait l'expérience de la résistance, qu'il a perdu des amis qui ont été fusillés, déportés, après qu'il revient en Algérie. Il y revient en plus dans cette année où il va écrire Retour à Tipaza en décembre et pas dans l'été lumineux qu'il avait écrit et décrit dans le premier recueil. C'est en décembre, à Alger, il débarque dans une journée pluvieuse et il attend l'éclaircie pour faire le voyage jusqu'à Tipaza. Enfin, le soleil réapparaît et il se lance avec une inquiétude en se disant justement, et c'est vrai, vous avez tous fait cette expérience, si on revient beaucoup plus tard sur un lieu où on a été très heureux jeune, il y a le risque d'être déçu et justement de subir une terrible désillusion. Donc il fait les 69 kilomètres d'Alger à Tipaza, non plus en car comme il le faisait dans sa jeunesse, mais en voiture. Et c'est très beau parce qu'il dit il n'y a pas un centimètre de cette route que je ne connaisse par cœur, que je ne retrouve, avec justement le sentiment de revenir à la maison. Et il arrive sur le site et marque justement de l'histoire, marque, trace que la guerre a laissé justement ses griffes sur la nature. Le site est entouré de barbelés et il lui faut passer par ces barbelés pour arriver à nouveau dans les ruines de Tipaza. Donc il y a toute une symbolique, mais précisément, une fois passé cet écueil, si vous voulez, il retrouve exactement les mêmes émotions. Donc par exemple, il me semblait que j'étais enfin revenue au port, pour un instant du moins, et que cet instant désormais n'en finirait plus. Donc il y a véritablement, vous le voyez bien, à nouveau, l'accord immédiat avec le site. Bon, je passe sur la suite du texte qui est tout à fait belle et qui justement moins lyrique que le premier texte où s'exaltait une sorte de jeunesse impétueuse. Un homme mûr, là, réfléchi et à nouveau se dit que même si le bonheur ne vient pas à soi de façon facile et justement prévisible dans les jeunes années et dans la vigueur de la jeunesse, il y a une possibilité de provoquer ce que les Grecs appelaient le kairos, c'est-à-dire le moment favorable, de chercher justement à être dans la disponibilité pour accueillir tout ce que justement on peut avoir éprouvé de bonheur. Donc il y a, vous le voyez bien, cette leçon, un homme, ça se doit de chercher à être heureux, même chez le Camus de 40 ans,
qui a subi bien des épreuves. 52, il sort tout juste de la querelle qu'il a laminée, qu'il a mis vraiment à plat avec l'équipe de Jean-Paul Sartre, puisqu'il a publié en 51 L'homme révolté et qu'il a été étrillé par toute une intelligentsia de gauche pour avoir écrit ce qu'il avait écrit. Bon, donc il y a, si vous voulez, cet accord immédiat et ce sentiment d'être enfant, béni des dieux, dans le fond, sur cette terre. Mythologie, idéalisation personnelle. Mais aussi, c'est ce que j'avais annoncé, que je voudrais développer, une sorte d'idéalisation de ce qu'est la société algérienne. Alors, bien sûr, je reviendrai dans le deuxième point sur il ne peut pas ignorer qu'il y a là une société coloniale. Mais, dans un premier temps, justement, il espère de ce peuple, parce qu'il dit « je ne peux pas dissocier cette terre des hommes qui l'habitent ». Et donc, il pense que, comme lui, dans le fond, à qui on n'a rien transmis, à qui on n'a pas raconté d'histoire familiale, lui qui a perdu, comme beaucoup de petits blancs d'Algérie, fils d'immigrés, parce qu'on présente toujours la société coloniale de façon dichotomique avec les Européens, comme si c'était une entité uniforme, et puis les indigènes, alors qu'il y a là des stratifications et des complexités multiples. Du côté indigène, il y a des Arabes, des Berbères, des descendants de Turcs. Du côté des Européens, des Français qui sont venus de métropole, soit, mais qui sont dans le fond très minoritaires, beaucoup d'immigrés qui ont été naturalisés en provenance de tout le bassin méditerranéen. Et ceux-ci sont arrivés pauvres d'Espagne, d'Italie, de Malte, de tout le bassin méditerranéen, pour essayer de trouver une vie meilleure. Et ce sont des gens comme la branche maternelle de Camus, oublieux finalement très vite de toutes leurs origines, n'ayant pas beaucoup de culture, n'ayant pas ramené avec eux justement des attaches culturelles. Camus aime ce mélange et il rêve que ce peuple, justement, soit un peuple qui construise une société idéale. Donc ça, c'est l'attention vers l'utopie, vers l'idéal. Et il se fait une mythologie dont il hérite aussi par la littérature coloniale qu'il exècre, mais dont il est nourri. Le mythe d'un peuple neuf, d'un peuple de colons. Alors, ce qu'il réprouvera de la littérature coloniale, c'est tout le fondement idéologique qui justifiait la colonisation française, c'est-à-dire les colons sont arrivés en amenant une civilisation, un degré de culture supérieur à ce qu'ils ont trouvé sur place, et ils œuvraient pour le bien des populations colonisées. Ça, bien entendu, Camus n'est pas dupe. Mais il a retenu ce mythe du peuple neuf, c'est-à-dire des colons qui venaient sur une terre à exploiter, à explorer, à fructifier. Et il rêve justement, et il l'a rêvé à divers moments, il l'a écrit à divers moments, qu'il y ait la possibilité de fonder une société qui puisse justement se satisfaire de la pluriethnicité, de la multiplicité confessionnelle. Il aura beaucoup de mal à renoncer à cela. Et il y a bien entendu donc cette dualité, le réel colonial, l'aspiration à le dépasser dans une sorte justement d'élaboration d'une civilisation qui serait justement conforme à ses voeux. Alors, même dans les textes dont j'ai parlé et dont je vous ai lu quelques passages, lorsqu'il s'exalte devant la nature, eh bien, les moments de bonheur dont il sait qu'ils sont justement nécessaires et dont il n'a pas honte, souvent ces moments de bonheur sont fissurés par l'intrusion du réel. Donc, je vais aborder le deuxième point que j'évoquais. Bien sûr qu'il n'est pas sans se rendre compte des tensions qui traversent la société coloniale. Alors, on attendait de Camus que précisément parce qu'il était issu d'un milieu pauvre, parce qu'il avait toujours montré une grande attention au sort des hommes, des humiliés, des gens qui justement n'étaient pas parmi les privilégiés de la société,
parce que très vite, il s'est montré homme de gauche. Il a eu des engagements politiques non équivoques. Parce que lors de la Seconde Guerre mondiale, il était entré assez tardivement, pas d'emblée, mais j'expliquerai éventuellement pourquoi, il était entré dans la résistance. On attendait qu'en fonction de tout cela, il soit du côté des bons, c'est-à-dire de ceux qui étaient d'accord avec le fait que l'Algérie devait recouvrer une indépendance, une liberté que la colonisation française, justement, avait mis à mal. Or, Camus ne s'est jamais prononcé pour l'indépendance de l'Algérie, n'a jamais dit cet accord. Et en son temps, c'est-à-dire au moment des événements d'Algérie, c'est-à-dire de la guerre d'indépendance, bien sûr, lorsqu'une guerre éclate, lorsqu'un conflit est au cœur justement de l'embrasement, on comprend qu'il y ait une tendance à opposer deux camps de façon manichéenne, l'un contre l'autre. Donc, grosso modo, à son époque, si on ne se prononçait pas clairement en faveur de l'indépendance, c'est qu'on était pour le maintien de la colonisation. On comprend que cette position ait pu être adoptée ou pensée par certains sur le moment. Mais ce qui est tout à fait troublant, c'est que régulièrement, on fait le reproche, et aujourd'hui encore, à Camus, de ne pas avoir tenu cette position, et on voudrait, de façon manichéenne, qu'il y ait ça, où on est d'accord et on approuve l'indépendance de l'Algérie, ou alors on est un affreux colonialiste. Donc, il y a eu régulièrement des attaques, dès les années 50. Par exemple, même chez quelqu'un comme Albert Memmi, qui était un philosophe et un sociologue et un écrivain, et qui avait demandé à Camus une préface pour son premier ouvrage, il y a chez Albert Memmi une typologie qui lui permet de classer, par exemple, des gens comme Camus parmi les colonialistes de bonne volonté. C'est le pire qu'on puisse avoir comme avis, c'est-à-dire, vous le voyez bien, dans le fond, c'était un réformiste, oui, il voulait quelques petites améliorations, mais il se satisfaisait du statut, justement, de rattachement de l'Algérie à l'ensemble administratif français. Puis, dans les années 80, il y a, du côté américain, par un biographe qui s'appelle O'Brien, l'idée que, si on lit les textes de Camus, ceux qui, justement, placent leur intrigue dans l'espace algérien, par exemple, l'étranger se passe à Alger, et sur une plage dans les environs d'Alger. La peste se passe à Oran. Eh bien, dit O'Brien, on ne peut voir que l'expression, justement, d'un colonialiste. C'est repris dans les années 90, et là, ça va être diffusé de façon mondiale, par un critique américano-palestinien qui s'appelle Edward Said, qui est un grand critique, qui est un grand lecteur de littérature et qui va travailler dans un texte qui va avoir beaucoup de retentissement, qu'il appelle l'orientalisme, dans lequel il démontre que, dans le fond, l'Orient est construit par le discours des Occidentaux, qui n'ont rien compris, justement, à l'ensemble de ces peuples qu'on regroupe sous cet intitulé d'orientaux. Et il dit que parmi les Occidentaux qui ont justement orientalisé, c'est-à-dire folklorisé, et même qui se sont appropriés cet espace sans tenir compte des mentalités et des hommes qui véritablement l'habitaient, il cite par exemple des écrivains. Alors pour l'Empire britannique, c'est Rudyard Kipling par exemple qui focalise toutes ces critiques, et pour ce qui est de la littérature française, c'est sur Camus qu'il jette son discrédit en disant « oui, ça n'est pas explicite, mais il y a à l'œuvre un inconscient colonial ». C'est-à-dire Camus aurait pris des positions peut-être différentes, mais ces textes littéraires montrent que dans le fond, il était pour la colonisation. Et puis, alors, je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité, mais régulièrement, et cette année encore, il y a eu un texte alors d'une malveillance et d'une malhonnêteté folle, et c'est le pire, bien sûr, un texte sous la plume d'un universitaire américain qui s'appelle Olivier Glaug, qui s'est intitulé « Oublier Camus », dans lequel, justement,
l'essayiste, le pseudo-essayiste, le pamphlétaire, dit qu'il faudrait sortir Camus des programmes scolaires et universitaires parce que justement, on ignore l'odieux colonialiste qu'il a été et ainsi de suite. Bon, alors, essayons de voir sur pièce. Comme je ne regarde pas l'heure, il faudra me faire signe. Dès qu'il a été lycéen, Camus a eu des engagements politiques. En 1935, par exemple, il adhère à une association dirigée par un arabe qui s'appelle Denden, qui s'appelle Fraternité algérienne. En 1935, il adhère aussi au parti. En 1937, pardon, excusez-moi. Lorsqu'il devient étudiant, il adhère au Parti communiste parce que justement, il veut s'engager et essayer d'avoir une action concrète pour faire évoluer cette société. Toujours la double postulation. Il rêve, il aspire, il est utopique, mais il sait aussi travailler sur le concret. Donc il s'engage au Parti communiste et la mission qu'on lui propose, c'est d'approcher les nationalistes algériens. Depuis les années 20, les mouvements nationalistes se font jour et dans les années 30, donc en 1937, il y a par exemple un parti politique sous la bannière de Messali Hadj qui avait déjà élaboré un mouvement qui s'appelait l'Étoile nord-africaine et qui ensuite s'est transformé à l'interdiction de ce mouvement en parti politique, le Parti du peuple algérien, en 1935. Donc, le Parti communiste charge Albert Camus, puisque c'est un étudiant, d'entrer en contact avec les intellectuels, avec les idéologues nationalistes algériens. Et cette mission plaît beaucoup à Camus. Il rencontre Messali Hadj, avec lequel il s'entend. Et Robert Namia, qui est un ami, qui a travaillé avec Camus sur les journaux, Alger républicain, Soir républicain ensuite, raconte qu'il a vu Albert Camus relire et corriger les épreuves du journal de Messali Hadj, qui était une feuille donc, qui était diffusée auprès des adhérents et une feuille militante. Donc Camus a travaillé de façon bénévole à la relecture de textes paraissant dans l'Étoile nord-africaine, donc la feuille, si vous voulez, propagandiste de Messali Hadj. Il rencontre aussi des oulémas. Il y avait une association des oulémas d'Algérie, dont le mot d'ordre était justement notre pays, l'Algérie, notre langue l'arabe, notre religion l'islam. Et là encore, il se montre très respectueux de ces gens-là. Il rencontre par exemple le cheikh Ben Badis, qui est le président de cette association des oulémas, ou le cheikh El Okbi. Et puis, il y a donc des ponts qui sont lancés entre le Parti communiste algérien et ces indépendantistes déclarés, mais qui tous cherchaient, tant le parti de Messali Hadj que l'association des oulémas, à parvenir à l'indépendance de l'Algérie par des voies démocratiques. Voilà, c'est ça que Camus respectait en eux. En 1938, quand le Parti communiste change de politique et se distancie de ces nationalistes parce qu'il a d'autres préoccupations prioritaires, la lutte contre le fascisme, Camus, justement, se montrera et exprimera haut et fort son désaccord et il ne supportera pas ce changement de pied. Et donc, il se fera exclure, grosso modo, volontairement du Parti communiste algérien. Il est alors engagé par Pascal Piat, qui est directeur des journaux, du journal, dans Alger républicain, qui vient d'être créé. Donc, à partir de la fin 1938 et de l'année 1939, il devient journaliste. Là encore, voyons sur pièce. Qu'écrit-il dans Alger républicain, ce journal de gauche qui essayait de faire contrepoids à la grande presse de droite? Il écrit divers articles, par exemple des chroniques judiciaires. Et il va avoir l'occasion de défendre plusieurs causes, dont un procès injuste qui a été intenté au cheikh El Okbi, accusé à tort
d'avoir commandité le meurtre du mufti d'Alger, etc. Bon, Camus va être un des journalistes qui montreront les incohérences de l'accusation, etc. Bon, et le Cheikh El-Oghbi, vous voyez bien, le respect mutuel lui en sera profondément reconnaissant. Il écrira aussi des articles pour dire son désaccord avec l'emprisonnement des nationalistes comme Messali Hadj. Lorsque celui-ci, en effet, est mis aux arrêts, il dit que exprimer par les voies démocratiques une opinion, quand bien même elle va à l'encontre justement de la politique et de l'administration régnante, eh bien, ça n'est pas acceptable. On a le droit d'exprimer des idées, donc il sera un des rares journalistes d'Algérie à défendre justement la position de Messali Hadj et en tout cas son droit à s'exprimer. Ça veut dire que même en désaccord profond avec les options politiques, Camus n'a jamais été pour l'indépendance de l'Algérie, en désaccord profond avec des positions spirituelles, Camus n'aime pas qu'on mette en avant la religion. Il est travaillé par le souci de la religion, il n'est pas religieux et surtout pas adepte d'une religion. Donc, même lorsque le primat de la religion est essentiel pour certains nationalistes, il cherche à les défendre. Donc, il y a des positions, si vous voulez, qui sont là fortes, me semble-t-il. Et puis, lorsqu'il sera, à partir de 1943, journaliste en métropole, il écrira dans Combat, puis ensuite, lorsqu'il quittera Combat, épuisé, et qu'il reprend un peu la plume du journaliste auprès d'un autre journal, l'Express, il aura l'occasion à maintes reprises d'écrire des articles. Et on retrouvera le Camus, justement, d'Alger républicain, qui parlait de la misère, qui parlait des salaires indécents donnés aux autochtones musulmans, qui parlera de l'incurie et qui, justement, plaide pour qu'on construise des écoles, pour qu'on donne accès à la culture, à l'éducation. Il s'ajoutera aussi, justement, à partir du moment où le FLN entre dans le jeu et développe des actions armées, Camus écrira des articles très pesés, très nuancés, justement, rien qui le mette ou dans un camp ou dans un autre de façon dichotomique et manichéenne, mais toujours à la recherche d'un juste milieu, d'une troisième voie. Il prendra position contre la répression systématique et brutale, en disant que cela enclenche un cycle de violence qui ne fait qu'empirer et creuser un fossé de haine, alors qu'il faudrait, justement, respecter les hommes dans ce qu'ils ont de plus humain, savoir qu'il y a des différences foncières entre eux, mais qu'il y a aussi quelque chose qui les rassemble et qui est leur humanité. On peut rire justement de ce propos humaniste, c'est en fait extrêmement respectable et je dirais admirable chez Camus. Donc il proteste contre les répressions, par exemple, des émeutes de Sétif et de Guelma en 1945. Il y a eu, après la fin de la Seconde Guerre mondiale, une revendication encore plus puissante que dans les années 30 que j'évoquais tout à l'heure, de liberté et même d'indépendance. Il y a des manifestations. Celles de Sétif et Guelma sont réprimées dans un bain de sang. Et tous les historiens disent que si auparavant on pouvait espérer encore une solution pacifique à partir de 1945 et de cette répression-là, les choses sont quasiment jouées. La guerre est inéluctable. Camus, pourtant, ne se résout pas à cette solution de la guerre. Et bien entendu, le fait qu'à partir de 54, novembre 54, le FLN, qui se substitue en puissance et en diffusion au parti du peuple algérien de Messali Hadj, le FLN adopte la solution du recours aux armes, et aux armes de façon terroriste, c'est-à-dire en visant non seulement des cibles politiques, mais également des civils. Alors cela, Camus ne le supporte pas. Et il y aura chez lui sans cesse, si vous voulez, cette volonté de dire une cause juste, quand bien même on admet qu'elle est juste, ne peut pas recourir à n'importe quel moyen. Donc il écrit cela de façon, vous le voyez bien, extrêmement équilibrée dans les articles qu'il signe
à l'Express, par exemple, dans les années 50. Et au lieu d'apaiser les choses, plus le conflit s'exacerbe et plus ses positions deviennent inadmissibles, incompréhensibles. Et cela, justement, exacerbe peut-être, développe les haines et produisent l'effet inverse de ce qu'il recherchait. Ce qui fait qu'à partir de l'année 58, eh bien, Camus renonce à se prononcer en public sur la question de l'Algérie et qu'il va se replier uniquement sur son œuvre littéraire en cherchant à se réapproprier cette Algérie de son enfance, cette Algérie du bonheur, dans ses textes littéraires. Donc, à la fin des années 50, il revient à un projet qu'il avait en tête de longue date, mais qu'il a écarté, happé qu'il était par, justement, ses activités de journaliste. Il va commencer à penser à ce qui prendra le titre, lorsque ce sera publié, Le Premier Homme, ce récit qui demeurera inachevé, puisque le 4 janvier 1960, Camus trouve la mort dans un accident de voiture. On retrouve dans la sacoche qu'il amenait avec lui de Lourmarin à Paris, qu'il regagnait avec Michel Gallimard en voiture, 140 pages, 140 feuillets manuscrits de ce roman en cours. Ça ne représentait qu'un tiers du roman qu'il avait prévu et probablement, même ces 140 pages auraient été profondément remaniées. Mais il revient. Alors, il y a des notes dans lesquelles, justement, on peut essayer de percer le projet dans sa globalité. Une de ces notes, par exemple, est celle-ci. Commence, alors il part de son récit. Dans ses carnets et dans ses brouillons, c'est fantastique parce qu'on a souvent des fulgurances où on voit comment il a tout de suite l'idée de l'ensemble de son œuvre et d'une œuvre précise avec un plan. Donc il note, commence sur un déménagement et se termine par l'évacuation des terres algériennes. C'est le projet du livre. Ça commence, si vous avez lu ce texte, sur l'arrivée sur une propriété agricole de la famille Cormery, qui est la transposition dans la fiction de la famille d'Albert Camus, son père arrivant sur la propriété viticole où il est employé, la naissance du second enfant, appelé Jacques dans le roman, Albert en vérité, et il y a ensuite justement l'avancée, et on se dit que Camus avait déjà intégré l'idée que le départ des Français était inéluctable, puisqu'il y a cette phrase « évacuation des terres algériennes ». Donc il cherchait dans le fond à fixer par l'écrit l'histoire qui risquait de sombrer dans l'oubli, celle de la présence de familles comme la sienne, oui, famille française, mais qui était venue oublieuse de tout passé et désireuse, dans le fond, d'un avoir d'histoire que dans cette terre algérienne. Et donc il écrit l'histoire de ceux qui risquent d'être effacés, non seulement de la terre géographique, mais même de l'histoire de cette terre. Il fait l'histoire justement au niveau des petits blancs, non pas des gros colons qui ont profité justement de terres acquises de façon plus ou moins élégante et honnête, et qui se sont très fortement enrichis. Il avait aussi auparavant, en 1957, c'est le dernier texte littéraire qu'il ait publié. Avant de publier, le dernier texte publié, c'est le rassemblement de ses écrits journalistiques, puisqu'il ne veut plus s'exprimer sur l'Algérie. Il rassemble dans ce qu'il appelle Actuel 3, avec sous-titre Chroniques algériennes, les principaux papiers qu'il a écrits comme journaliste pour se justifier de sa position. Donc depuis les papiers d'Alger républicain, écrits en 38-39, jusqu'au dernier texte publié dans l'Express. Bon, ça c'est les écrits journalistiques. Il fait la part entre ça, ancré dans le réel, et l'œuvre imaginaire qui essaie de développer justement autre chose, tout à fait autre chose, son rêve, son idéal. Donc il publie en 1957 un recueil de nouvelles qui s'appelle L'exil et le royaume, dans lequel il revient à l'Algérie par quelques textes. Alors, le royaume, c'est bien entendu pour lui l'Algérie, de son enfance et de sa jeunesse.
Mais bon, dans le recueil, ça peut être aussi de façon plus universelle, tout à fait autre chose, ce qui fait qu'on s'épanouit en tant qu'homme, qu'on trouve le bonheur. L'exil, c'est chaque fois qu'on est ramené à sa condition d'homme, justement, qui n'est pas voué sans cesse au bonheur. Bon. Donc il y a dans ce recueil quelques nouvelles qui portent à nouveau l'accent sur l'Algérie, qui ancrent leur histoire dans l'Algérie. Par exemple, une nouvelle qui s'intitule L'Hôte. Dans cette nouvelle, Camus, grosso modo, se représente sous les traits d'un instituteur qui s'appelle Daru, instituteur qui est instituteur dans le bled, hein, sur les hauts plateaux algériens, et qui vit au milieu de villageois qui sont essentiellement, dans leur majorité et dans leur quasi-unanimité, des Arabes. Et donc, il a des élèves qui sont des élèves extrêmement pauvres. Bon. Et il essaie, cet instituteur, d'apporter non seulement du savoir, des connaissances à ses élèves, mais également des vivres, enfin bref. Il est ce pont entre une administration française dont la présence ne se manifeste pas sur le plateau et les autochtones. Et un jour, un gendarme amène, le gendarme à cheval tirant un prisonnier arabe, ligoté, ce gendarme lui amène un homme, un arabe, qu'il doit lui laisser pour la nuit parce que justement le soir arrive, que le gendarme a fait une longue route, et ce gendarme demande à l'instituteur, représentant dans le fond l'administration française, de garder pour la nuit ce prisonnier et de l'amener ensuite, plusieurs kilomètres plus loin, à la prison. Et Daru, dans un premier temps, refuse. Le gendarme s'en trouve offensé et lui dit « Tu es français, tu dois répondre à cette injonction ». Et il se passe, donc le gendarme repart, et il se passe là quelque chose qui est très beau et qui dit beaucoup de choses, qui rassemble. Tout ce que Camus a pu écrire par ailleurs, la densité de la nouvelle le permet. Et Camus fait dire à son... L'histoire est racontée dans le point de vue de l'instituteur. Dans le fond, bien sûr qu'il avait côtoyé ses petits élèves arabes, qu'il avait apporté des grains, des sacs de blé aux populations qui étaient menacées de famine à proximité. Mais il n'y avait pas véritablement eu, entre hommes, d'homme à homme, des liens, je dirais, égalitaires. Et là, de passer la nuit avec un homme, de partager son repas avec un homme, le texte montre comment se fait jour, dans le fond. Il y a une phrase qui dit « Daru fut bien obligé de regarder cet homme, de regarder son visage, de lui trouver justement un visage d'homme, c'est-à-dire de le trouver à la fois différent. Il s'irrite parce qu'en fait, ce qui a justifié l'arrestation de cet homme, c'est pas un rebelle, hein, c'est pas un homme du FLN qui a pris, c'est pas du tout un homme politisé. C'est une vendetta. On lui a volé des grains, sa famille était menacée de famine, il s'est vengé en tuant le voleur. Et la justice, qui n'admet pas cette façon archaïque de régler les conflits, bien entendu, l'arrête. Bon. Et donc Daru est irrité par cet homme et par cette culture justement de la vendetta et de la violence immédiate, hein, de la violence non canalisée. Mais de partager son repas, de dormir côte à côte, eh bien, il sent que c'est un homme comme lui, fait de chair, fait d'émotions, etc. Et c'est très beau parce que donc, au matin, les deux hommes prennent la route et à un moment donné, arrivé au sommet d'une colline, l'instituteur montre à son prisonnier deux chemins possibles. Il lui dit, si tu vas vers le sud, tu vas trouver des nomades qui ont une grande tradition d'hospitalité. On va t'accueillir et tu seras libre. Bien sûr, tu ne seras pas dans ta tribu, mais on va t'accueillir. Et si tu vas vers l'est, là, c'est la route qui te conduit à la prison. Et Daru, l'instituteur, laisse là son prisonnier, refusant de choisir à sa place. Il s'en retourne, fait quelques pas et, regardant en arrière, voit que finalement le prisonnier a décidé d'aller vers la prison. Le texte ne donne aucune explication et quand on regarde les brouillons, on a vu que Camus hésitait sur la position. Enfin, l'instituteur revient et là, alors que dans le fond, il a essayé de trouver une voie
moyenne, vous le voyez bien, entre appliquer la politique de la France, être uniquement solidaire de sa communauté, ou être uniquement du côté des indigènes, arabes, musulmans, et donc épouser même ceux qui n'étaient pas culturellement similaires. Entre ces deux positions, position moyenne, l'instituteur revient et trouve sur le tableau de sa classe « Tu as livré notre frère, tu mourras ». Et vous voyez bien, on a là toute la position, si vous voulez, dans laquelle se retrouve Camus, se ressent être Camus, c'est-à-dire incompris des uns et des autres. Voilà, donc il y a, si vous voulez, cette sorte de position intenable qu'il a essayé de maintenir le plus longtemps possible, mais l'histoire le rattrape jusqu'à nos jours, où on ne comprend pas très bien qu'il n'est pas admis que des hommes luttant pour leur liberté, dans le fond, on pouvait, ces Algériens ayant pris les armes, les rapprocher de ce qui avait été l'attitude des résistants français contre le nazisme. Voilà. Or, Camus s'est exprimé à maintes reprises là-dessus et a écrit des textes d'ailleurs qui débordent la question algérienne. Par exemple, si vous lisez une pièce de théâtre comme Les Justes, eh bien, sous couvert justement d'en revenir à 1905 et d'évoquer des terroristes, en fait, des terroristes russes qui essaient de mettre à mal le despote en fomentant un attentat pour le tuer. Il y a là, chez le groupe, si vous voulez, de militants, deux attitudes, dont celle de Kalialiev, qui est chargé justement de jeter une grenade sur le carrosse de l'archiduc, au passage. Il s'apprête à le faire, mais lorsqu'il voit que l'archiduc est entouré d'enfants, de ses enfants, il se ravise et refuse de le faire. C'est l'attitude de Camus. On ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi, même au nom d'une cause juste. Il a d'ailleurs retenu une des rares leçons qui lui a été transmises de son père, homme fruste s'il en est, mais qui avait une morale obstinée, une morale simple. Lorsqu'il avait été, ce père, avant même d'être mobilisé dans la guerre de 14, embarqué dans la guerre coloniale du Maroc en 1905, il avait été témoin de scènes terribles, d'une brutalité affreuse, et ses compagnons d'armes rapportent cette parole: un homme, ça s'empêche. Un homme ne se laisse pas aller à ses pulsions premières, à ses pulsions brutales ou animales. Un homme doit respecter un certain code de l'honneur, respecter les gens démunis, respecter les plus faibles que soi. Voilà. Je suis peut-être arrivée au bout de l'heure, non? Parce que j'ai encore quelques minutes. D'accord. Alors, les reproches qui sont faits par les principaux critiques sur le fait que Camus, même s'il a écrit des textes sur l'Algérie, n'ait pas beaucoup représenté les Algériens eux-mêmes, les Arabes, les Berbères. Et en particulier, on cite à l'envi le fait que, dans l'étranger, Meursault tue l'Arabe, qui n'aura pas de nom, et qui, dans le fond, est éliminé, est évacué très vite de l'histoire pour que celle-ci se concentre sur le sort qui est fait à Meursault dans un procès où il est, dans le fond, condamné, non pas pour ce crime, mais pour l'indifférence qu'il a manifestée, par exemple à la mort de sa mère ou en d'autres circonstances. Les Arabes sont justement ces figures muettes et à peine personnifiées. Il y a bien entendu des attitudes, 2 ou 3 choses qui les caractérisent, mais dans le fond, on ne les voit pas dans un gros plan et surtout pas au niveau, si vous voulez, où on regarde un homme en face. Dans La Peste, vous le savez bien, ça se passe à Oran. Il est fait mention des Arabes de façon très allusive, par le fait que un journaliste venant de métropole, qui s'appelle Rambert, est venu en Algérie, mandaté par son journal, pour faire des reportages sur les Arabes. Et le docteur Rieux, à qui Rambert s'adresse, lui dit « Il faudrait pouvoir tout dire ». Et Rambert s'engage à le faire. Puis la peste se déclare, la ville
et entouré d'un cordon sanitaire, Rambert ne pourra pas faire ce reportage. Comme si les Arabes, si vous voulez, taraudaient la conscience ou l'imaginaire du romancier et qu'il s'arrangeait pour les mettre à la marge. Bon, c'est vrai que là, alors, il n'y a même pas de silhouette d'Arabes qui se profile dans la société oranaise qui est décrite. En fait, ce sont des procès qui, si on regardait une fois de plus l'ensemble des choses qu'a écrites et qu'a dites Camus, ces griefs tomberaient immédiatement. Camus sait décrire des Arabes. Il en a décrit dans certains de ses textes. Par exemple, dans L'Exil et le Royaume, le dernier recueil que je vous citais, il y a une nouvelle qui s'appelle Les Muets, qui est une des rares nouvelles que Camus écrit dans une écriture réaliste, c'est-à-dire vraiment là, sans mythification, sans justement cet élan vers l'utopie. Eh bien, ça décrit dans le fond des souvenirs d'enfance, même si, là aussi, le jeu n'est pas encore adopté, il ne l'osera qu'avec d'autres textes. Il y a l'univers de la tonnellerie, donc du milieu des petits ouvriers, dans lequel son oncle Étienne travaillait, et la tonnellerie, Camus l'a fréquentée enfant. D'abord parce qu'on l'obligeait à travailler pour ramener quelques sous, et puis parce qu'il a pu rejoindre son oncle. Il décrit là tous les ouvriers. Parmi les ouvriers, il y a Saïd, justement, qui est manœuvre et qui est, même s'il est au bas de la hiérarchie de ce monde ouvrier, est néanmoins fraternellement uni à ce groupe d'hommes qui essaient de se mettre en grève contre un patron. Enfin, c'est une nouvelle assez prenante. Il a écrit aussi, dans Le Premier Homme, des portraits d'Arabes. Par exemple, ce Saïd, on le retrouve à nouveau dans le passage de la tonnellerie, appelé Abder. Et alors là, il y a encore plus d'amplification dans la description. Donc, il a un nom, il a un vêtement à lui, les pantalons, le sarouel qui s'arrête à mi-jambe. Camus décrit sa gestuelle, sa façon de s'exprimer, de plaisanter. Il y a d'autres portraits encore dans ce recueil, L'Exil et le Royaume, par exemple dans L'Adultère, qui raconte l'arrivée sur les hauts plateaux d'un couple dans lequel le mari est un voyageur de commerce et la femme l'accompagne, et elle a une sorte de coup de foudre pour le paysage, l'appel du désert, si vous voulez, et pour la beauté des hommes. Et il y a des portraits magnifiques, justement, de l'attitude fière et hautaine des hommes qui portent ces capes, ces bottes jaunes, enfin bref. Il y a des portraits, il y a des noms qui sont donnés, il y a des descriptions minutieuses du petit peuple croisé dans diverses occasions par des gens comme Albert Camus jeune. Il y a aussi dans Le Premier Homme un portrait qui condense probablement beaucoup des Algériens que Camus avait côtoyés au journal, ou bien sur les terrains de foot, etc. Un homme qu'il appelle Sadoc. En arabe, Sadoc, c'est le sage. Ce qui prouve que Camus ne parlait pas l'arabe dialectal, mais il ne s'intéressait pas beaucoup aux langues. Il ne parlait pas plus l'espagnol qu'il aurait pu chercher à parler aussi du fait d'une partie de son ascendance en provenance d'Espagne. Donc Sadoc est un intellectuel. Et ce qui est très beau dans les notes que Camus se promettait de développer, c'est qu'il montre comment, alors qu'il y a une éducation, une formation intellectuelle qui les rapproche, la guerre vient les séparer. Lui, Jacques Cormery, le double, si vous voulez, fictionnel de Camus, et cet homme qui représente, dans le fond, les intellectuels qui ont été déçus, qui ont attendu des marques, justement, d'émancipation par la voie démocratique et qui ne l'ont jamais obtenue. Et donc, il montre comment, justement, ces hommes en viennent, parce qu'ils ont été très amis, à être précisément peut-être les plus aptes à se détester et à se séparer. Donc, c'est assez beau. Pourquoi, donc, n'a-t-il pas, dès les premiers textes, lui qui savait si bien décrire ces hommes-là,
Pourquoi ne les a-t-il pas mis en scène? Eh bien, on ne peut que mettre des hypothèses, puisque Camus ne s'en est pas expliqué directement, indirectement, oui. Il n'y avait pas chez lui la volonté de s'approprier la parole de l'autre. C'est précisément parce qu'il était respectueux de la différence et de leur propre sensibilité parallèle à la sienne, forcément pas tout à fait similaire et réductible à la sienne, il souhaitait que ce soit les Algériens eux-mêmes qui s'expriment en leur nom. Donc il a beaucoup, avec son ami Emmanuel Robles, encouragé, dès qu'il en a eu l'occasion, des Arabes, des Kabyles à écrire en leur nom. On connaît ses amitiés avec Mouloud Feraoun, avec Mohamed Dib, avec quantité d'autres écrivains. Je pense que c'est l'explication. Et d'ailleurs, en 1957, quand il va à Stockholm pour recevoir le prix Nobel, non seulement dès son discours, il rappelle qu'il est un Français d'Algérie, en disant combien il est ébranlé de recevoir cet honneur au moment où sa terre natale est dans le plus grand malheur. Donc, il se présente comme un enfant de l'Algérie, toujours et d'abord. Et ensuite, dans les conférences parallèles qu'il y a, à des questions qu'on lui a posées, non seulement il y a la célèbre phrase si la justice, c'est que des bombes éclatent dans le tramway d'Alger et que des gens aussi démunis que ma mère puissent être tués, à cette justice, entre cette justice et ma mère, je choisis ma mère, qui est souvent apportée de façon déformée et systématiquement mis, si vous voulez, au discrédit de Camus. Mais il y a d'autres questions, et quand il s'exprime justement en 57 encore, de façon tenace, on voit qu'il n'a pas renoncé, malgré les événements terribles qui provoquent ce qu'il appelle le malheur de sa terre. Eh bien, il dit, dans le fond, la société en Algérie, c'est déjà une amorce, on peut en voir les prémices, dans ce que les écrivains d'Algérie ont constitué. Et il dit, à côté de ce que j'écris, de ce qu'Emmanuel ou Jules Roy écrivent, regardez ce qu'écrivent des gens comme Mouloud Feraoun, comme Mouloud Mamri, comme Mohamed Dib. Nous avons commencé à faire une société qui pourrait être le brouillon de la société algérienne, c'est-à-dire pluriethnique, multiculturelle, défendant même des idées politiques et des conceptions philosophiques différentes, mais capable de dialoguer. Cela d'autant plus que Camus, si vous voulez, était imperméable à l'idée de nationalisme. Il l'a montré en tout temps, c'est-à-dire même lorsqu'il s'est montré patriote pendant la Seconde Guerre mondiale, en devenant justement le résistant qu'il a été, il espérait dans le fond, non pas qu'il y ait la glorification du patriotisme français, mais au contraire déjà, sur le sol métropolitain, la constitution de relations internationales. D'enfant, il rêve d'Europe. Et il rêve d'instances qui pourraient justement être en supervision des intérêts nationalistes dont il sait que ça mène à l'exacerbation d'un sentiment qui dresse les hommes souvent les uns contre les autres, qui favorise les tendances bellicistes. Et c'est pour ça que Camus est d'une actualité folle, parce que vous voyez bien que c'est spécifiquement appliqué au temps de l'histoire, mais lui, il vit aussi toujours dans une sorte de temps mythique qui déborde l'histoire, et c'est pour ça que sa position, si vous voulez, se réactualise et nous parle aujourd'hui encore. Donc, pour des lecteurs attentifs et des gens qui prennent en compte l'ensemble de sa production, indiscutablement, on ne peut pas dire de Camus qu'il a ignoré la question algérienne, la question coloniale, qu'il a toujours espéré, il s'est expliqué nettement là-dessus, en finir avec le colonialisme. Voilà. Comment est-il accepté du côté algérien? 2 ou 3 mots là-dessus. Eh bien, justement, c'est assez étonnant parce que on retrouve, dans le fond, ce qu'on retrouve en France, ou bien côté américain, qui dicte aussi souvent les tendances intellectuelles et critiques de par le monde occidental.
eh bien, on retrouve un peu les mêmes choses. Ça veut dire qu'il a ses détracteurs virulents, surtout instrumentalisés par le pouvoir politique algérien. C'est bien commode d'avoir un bouc émissaire et de dire « Ah, Camus, bah, c'est le parangon, c'est le chantre du colonialisme, il représente ce que la France a produit de pire en Algérie, etc. » Bon, donc, il y a cette attitude-là. Hein, et il y a Et alors souvent, avec des positions, par exemple, en son temps, la relation que Camus a eue avec Kateb Yassine, grand écrivain algérien s'il en est, tout à fait troublante. Lorsque Kateb Yassine est interrogé, eh bien, il dit « Mais Camus, c'est un écrivain français. Arrêtons de nous parler de Camus, justement, fils de l'Algérie. » Et en fait, donc ça, c'est de façon publique, je dirais. Mais parce que ça s'explique, moi je le comprends et je ne désapprouve pas. Enfin, je veux dire, l'heure est au militantisme, à la glorification, justement, de l'épopée algérienne, soit. On est dans les années 50-60, c'est compréhensible. Mais dans l'intimité, Kateb Yassine écrit des lettres à Camus, en particulier une pour le féliciter lorsqu'il obtient le prix Nobel, et pour lui dire « Nous sommes des frères ennemis d'une même famille, nous ne connaîtrons peut-être pas la réconciliation, mais nos enfants, oui, j'en suis persuadée, et ils signent fraternellement. » Bon. Alors, il y a, à l'inverse, si vous voulez, de ces écrivains détracteurs, des écrivains qui montrent qu'ils sont justement redevables à Albert Camus. Alors, parmi les proches, Mohamed Dib, qui dit dans ses interviews ou dans ses propos sur Camus, écrit des choses magnifiques. Il raconte, par exemple, comment Camus l'a amené à Tipaza et comment ils ont ressenti ensemble ce que Dib décrit comme une consanguinité. C'est plus que de la fraternité. Un même sang coule dans leurs veines. Bon, Mouloud Feraoun aussi a dit son admiration et sa dette à l'égard de Camus. Mouloud Mamri, par exemple, qui est un grand poète, qui est un grand écrivain et un grand ethnologue aussi, kabyle, et qui a écrit de très très belles œuvres, jamais sous l'influence directe de Camus, dit cependant « Camus m'a appris à regarder le paysage algérien. Camus a fait leçon pour moi. Je n'aurais pas vu l'Algérie si je n'avais pas lu Camus. » Et je crois que, envers et contre tous, qu'on essaie de le rejeter hors de l'Algérie ou qu'au contraire, qu'on accepte qu'il en soit à jamais un enfant, eh bien, lorsqu'on visite Tipaza, Alger, Oran, Djemila, divers lieux dans lesquels Camus a vécu et qu'il a traversé, eh bien, immanquablement, il y a le fantôme de Camus, qu'on le veuille ou non. Je terminerai par une position qui me paraît être intéressante parmi les écrivains. Alors, je ne parlerai pas des plus récents, peut-être qu'on en parlera dans la discussion, comme Kamel Daoud ou Boualem Sansal, qui vient d'être arrêté, et qui disent leur admiration d'Albert Camus. Ce qui m'intéresse, c'est la position, par exemple, d'une écrivaine comme Assia Djebar. Assia Djebar a été une militante de la cause algérienne, donc très impliquée dans le mouvement du FLN, et elle a écrit ses premiers textes justement pour défendre et parler du point de vue des militants algériens. Donc, son militantisme et sa prise de position en faveur de l'indépendance ne font pas l'ombre d'un doute. Et elle explique dans les textes tardifs, par exemple dans Le Blanc de l'Algérie, ou dans La disparition de la langue française, qui sont des textes des années 2000, fin des années 90-2000, elle explique que, après s'être détournée de Camus, dans le fond par position idéologique, lors d'une conférence qu'elle a été amenée à faire aux États-Unis, elle a relu des textes de Camus, et en particulier Le Premier Homme, et là lui a sauté aux yeux le fait que c'était un Africain. C'est aussi le trait caractéristique dont Camus se dote lui-même. Hein. Il se dit souvent africain. Et elle écrit précisément, par exemple, une journée comme le 26 janvier 1956, lorsque Camus, contre vents et marées, à l'appel des libéraux d'Algérie, les progressistes, est venu lancer, encore une fois, un appel à la trêve civile, c'est-à-dire en demandant à ce que les combattants des deux pôles, pôle français qui défendait l'Algérie française,
pôle FLN qui voulait arracher l'indépendance par les armes, il leur demandait d'épargner les civils. Elle dit, dans le fond, si on avait entendu cette voix, eh bien, une solution à la Mandela aurait pu se dessiner. Donc, il y a chez elle l'idée de comparer Camus à des hommes comme Mandela qui ont su dépasser, si vous voulez, les pulsions de haine, les pulsions justement qui séparent les hommes pour essayer de les réunir. Bien sûr, en 1956, c'était déjà trop tard. Et je pense qu'Assia Djebar, même avec cet aveu, le sait elle-même. Mais il y a, vous le voyez bien, dans ce revirement, le fait que Camus a réussi, post-mortem, ce qu'il n'a peut-être pas vu de son vivant, c'est-à-dire un retour au moins symbolique à l'Algérie. Voilà, je vais terminer là. Merci beaucoup pour ce portrait remarquablement nuancé de Albert Camus. Et nous allons passer la parole à la salle. Oui, bonjour Madame Lionel Kudenek, j'ai beaucoup apprécié ce que vous avez dit. Effectivement, Camus est intemporel. Sur sa position, il est de toutes les générations. Ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, concernant l'Algérie, il a eu une position qui a toujours été une position de consensus, une position de compréhension intellectuelle et tout ça. Je ne sais pas ce que serait devenu le territoire avec les Israélites, avec les Amazirs, avec les Arabes, puisqu'il y a 3 grandes composantes dans le territoire. Je ne sais pas comment sa position, qui était médiane, pas vraiment politique, aurait pu passer ce qui s'est passé après, ce qui est advenu après, dans une Algérie indépendante ou une Algérie dite française. Je ne sais pas si Camus avait conscience du fait que sa position, qui était de compréhension, comment pourrait-elle survivre dans le pays? Je pense qu'à mon avis, il était pessimiste. Je pense qu'il ne croyait plus en une coexistence normale entre les 3 grandes composantes que je viens de citer. Je comprends, effectivement, vous avez parlé de Mouloud Ferraoun, dont Le Fils du pauvre, son livre, vient d'être lu et relu, et qui était le fils d'un pauvre. Bon. Et de Camus, les feuillets, on sait ce qui s'est passé quand on sait, sont ces feuillets qui ont été retrouvés dans la voiture. C'est une enfance dure, très dure, très dure, et j'en passe, et j'ai même pas fini le livre. Bon, il y a une position de compréhension, mais je pense qu'il était pessimiste. Sa mort peut-être était inéluctable parce qu'il savait que ce pays qu'il aime ne pouvait pas permettre sa coexistence. Actuellement, je vais quand même dire des choses bien, c'est que je suis dans le mouvement Amazir. Donc, je comprends le mouvement Amazir qui reprend les Kabyles et tous ceux qui ne sont pas Kabyles, c'est-à-dire le mouvement Amazir berbère. Bon, aujourd'hui, par exemple, ça montre que ça ne va pas du tout. Il y a un homme en Algérie qui vient d'être arrêté. Bon, j'insiste pas, j'ai lu Le Parisien ce matin. Le Parisien, bien entendu, c'est toujours comme ça dans la presse, ne parlera jamais des Amazirs. Bon, ce qu'on appelle les Amazirs, c'est-à-dire les Berbères, de façon générale, sont totalement occultés dans les médias français. Je ne fais pas de politique. Ils sont totalement occultés. Alors, Monsieur, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez... Je vais arrêter là. Voilà, parce qu'il faut laisser la parole aux autres aussi, s'il vous plaît. D'accord, merci. Mais justement, les Amazirs, souvent, font référence aux auteurs, madame, que vous citez, Albert Camus, qui a été célébré, et également Mouloud Ferraoun, et ils font référence. Il y a finalement, dans ces communautés, une compréhension vis-à-vis de l'homme. Mais je pense que Camus était archi-pessimiste, et ce qu'il pensait, ça allait éclater. Voilà.
Alors, il était réaliste, c'était un homme lucide. Je veux dire, il ne pouvait pas ne pas se rendre compte que, au fur et à mesure, justement, que le conflit se déchaînait, voilà, les séparations, les haines faisaient qu'une solution pacifique, une solution de compromis devenait de plus en plus difficile. Il est probable que dans les dernières années, justement à partir de 1958, quand il cesse d'écrire comme journaliste et qu'il se replie sur son œuvre littéraire, il sait déjà que là, c'est une compensation, qu'il ne pourra, dans le fond, revenir à l'Algérie qu'il aime que dans le travail littéraire. Bon. Donc, les derniers mots, si vous voulez, de citoyen qu'on ait de Camus, on peut les trouver dans les correspondances, puisque s'il cesse de parler publiquement, il ne se prive pas de le faire avec des amis avec qui il est en toute confiance. Par exemple, il échange régulièrement avec Nicola Chiaramonte, qui est un antifasciste italien que Camus avait accueilli en 1940 lorsqu'il vivait à Oran avec sa femme, et avec lequel il sera en correspondance incessante. Il lui écrit fin 1959, quelques jours avant son accident de voiture, et alors que De Gaulle a proposé le référendum d'autodétermination, dont on sait que, même s'il était appelé à voter à la fois des métropolitains qui se fichaient de l'Algérie et peut-être qui en avaient marre du conflit, et surtout des habitants d'Algérie, dont justement la communauté musulmane constituée d'Arabes, de Berbères, allait voter oui à l'indépendance, à l'autodétermination qui conduisait à l'indépendance, eh bien Camus écrit à Chiaramonte que si on lui demandait son avis, il était pour qu'il y ait un référendum. C'est-à-dire qu'il est fidèle à ses engagements, respectueux de la majorité, c'est-à-dire de la voie démocratique. Qu'est-ce qu'il envisageait alors? Lui qui, bien sûr, ne vivait plus en Algérie, mais y allait régulièrement, voir sa famille, faire des reportages, il y va longuement encore en 1959. Comment envisageait-il l'Algérie? On ne sait pas trop, et on ne peut pas parler à sa place de façon justement anachronique. Je pense qu'il avait en tête, et ça existait encore, ça existe de moins en moins, des lieux cosmopolites, des villes comme Tanger, des endroits de par le monde qui, en Égypte, au Maroc, dans ce pourtour, si vous voulez, méditerranéen qu'il a quand même beaucoup traversé dans ses voyages, eh bien, il rêvait d'une possibilité, justement, d'organisation sociale. Alors, française ou non, peut lui importer, dans le fond. Il se sent français, il aime la langue française, la culture française. Le nationalisme français, ce n'est pas sa tasse de thé. Donc, en fait, il a défendu une solution qui était un peu bancale, qu'avait émise un juriste d'une association de l'Algérie à la France, qui aurait donné une certaine autonomie à l'Algérie sur le plan de tout ce qui concernait les questions intérieures et qui aurait rattaché l'Algérie à la France pour les questions de relations internationales. Bon, système un peu bancal, mais qui donnait une voix à chaque homme, c'est-à-dire respecter la majorité. Regardez la position d'Assia Djebar. Oui, on s'acheminait probablement à une séparation de l'Algérie et de la France, mais peut-être avec justement une pacification, une possibilité de maintenir une compréhension et un dialogue, ce qui aujourd'hui, manifestement, vous le voyez bien, n'est toujours pas possible, tant justement la brutalité, l'ampleur de la violence qui s'est exercée de part et d'autre a rendu justement le dialogue impossible. Et du fait aussi de l'instrumentalisation aujourd'hui du gouvernement algérien sous l'égide du FLN, dont Camus avait vu d'emblée que c'était un parti totalitaire. Alors, pour répondre à votre question, bien sûr que les Berbères, qui eux-mêmes ont été laminés par justement ce que j'avais dit, les oulémas avaient tracé la voie, l'Algérie est notre pays, le peuple est un peuple arabe, et l'islam est notre religion. Ça veut dire que ça ne laisse pas de place pour les autres. Ça impliquait d'emblée
Eh bien, ce qui est arrivé, l'exode des Français d'Algérie, et même des Juifs d'Algérie, grande composante dont vous avez rappelé l'importance, qui pour beaucoup ont choisi de venir à l'indépendance en France alors qu'ils n'avaient aucun lien familial avec cette terre métropolitaine. J'en sais quelque chose, je suis issue de cette communauté-là. Peu de Juifs ont décidé d'aller en Israël, par exemple, se sentant français et décidant de venir en France. Mais les Berbères eux-mêmes, si vous voulez, pendant longtemps, ont été ignorés, leur langue interdite, et elle a été admise, l'amazigh a été admise comme deuxième langue officielle du pays très tardivement, avec toutes sortes de bâtons dans les roues systématiquement. Dernièrement, sur le plan universitaire, des collègues en Algérie ont essayé de faire un colloque sur Mouloud Mamri qui a été interdit. Ça veut dire qu'il y a justement la volonté de bâillonner toutes les expressions qui ne seraient pas dans la droite ligne défendue par le parti unique. Voilà. Et Boualem Sansal, qui est un de ces écrivains qui a essayé de faire entendre une voix dissidente, a été bâillonné puisqu'il vient d'être emprisonné. Deux questions. Est-ce que vous pourriez revenir sur le panthéisme de Camus? Et deuxième question, je crois que vous avez fait référence au fait que Camus est revenu en Algérie à la fin de sa vie, après ce fameux voyage raté. Est-ce que vous pouvez en dire un peu plus à ce sujet? Alors, sur le premier point, j'ai dit panthéisme. En fait, on ne peut pas véritablement dire qu'il y ait chez Camus l'adoption d'une telle doctrine. Mais il y a un sens du sacré chez lui, indiscutablement. Il est travaillé aussi, bien qu'il soit non pas athée, il ne s'est jamais déclaré athée, il s'est déclaré agnostique, ce qui est sensiblement différent. Ça veut dire quand il ne sait pas, eh bien, il reste dans une position, si vous voulez, de disponibilité. On sait qu'il a beaucoup, enfin, donc j'ai dit sa relation très fraternelle avec des oulémas. Il a défendu le cheikh El Oghbi non seulement par sens de la justice, mais parce que c'était un homme qu'il respectait en tant que religieux, défendant une spiritualité. Il a correspondu aussi et il a rencontré des hommes d'église, on le sait. Donc, il est travaillé par la question religieuse. Il est à la recherche d'une sorte d'autorité, alors dont j'ai essayé prudemment, parce que je ne veux pas faire de psychanalyse à la petite semaine, mais de montrer que ça remontait loin, cette recherche, si vous voulez, d'une sorte d'ascendance qui serait comme une caution paternelle, comme une sorte justement de repère. Et donc, il me semble que s'il ne l'a pas trouvé dans sa famille, pas plus chez son père qu'il n'a jamais connu que chez ses oncles qui étaient défaillants comme modèle paternel, quelquefois, il les a trouvés grosso modo, mais de façon insatisfaisante, dans l'instituteur, M. Germain, qui a été justement déterminant dans sa vie en convainquant sa famille de le laisser poursuivre ses études. Il a pu aussi avoir une sorte d'esquisse de ce que pouvait être un modèle paternel surplombant, avec son oncle Acco, qui était un commerçant, un boucher, très cultivé, un libertaire, un esprit voltairien, qu'il avait accueilli lors de sa première attaque de tuberculose, parce que les médecins, après qu'on l'a hospitalisé quelques semaines à l'hôpital Mustapha, à l'hôpital des enfants pauvres, enfin l'hôpital des pauvres, le médecin avait dit il ne peut pas rester dans le foyer familial qui est insalubre, et il a été recueilli par son oncle à Alger. Bon, cet homme-là, qui lui a ouvert sa bibliothèque, a été aussi une sorte d'aperçu de ce que pouvait être un modèle parental. Mais c'est un idéaliste, il cherche une figure, si vous voulez. Et dans le fond, ce n'est pas un modèle humain, mais c'est une sorte de monde diffus dans lequel il y a à la fois des souvenirs de lecture de grands textes grecs, avec des puissances qui interviennent. Vous savez, les dieux grecs, ils interviennent parmi les hommes. Et donc, il se sent capable de percevoir des sortes, justement, de grandes influences. Il dit, par exemple, qu'il y a chez un Méditerranéen un tragique solaire qui n'est pas celui des brumes. Ça veut dire qu'il se sent héritier des grandes mythologies grecques antiques, où l'homme est le jouet des éléments, mais en même temps est bénéficiaire d'une part de liberté infime.
Donc, vous voyez bien, il y a chez lui cette sorte de configuration imaginaire et puis cette volonté idéalisante de trouver un monde heureux dans lequel on accepterait, on consentirait à la finitude parce qu'on ferait partie d'une chaîne humaine dans laquelle se transmettrait quelque chose d'une force vitale qui survivrait dans le fond à toute vie. Vous voyez bien, alors ce n'est pas un fatras, j'ai l'impression de le présenter comme un patchwork, hein. C'est beaucoup plus construit, mais ce qui m'intéresse, c'est justement comment Camus arrive à nouer, sans qu'il y ait chez lui véritablement de séparation absolue, ces textes les plus rationnels, les plus appuyés sur des lectures, on va dire, extrêmement érudites, et cette tendance à l'idéalisation, fondée sur le sensible, l'expérience sensible. Ces expériences, si vous voulez, à la fois de plénitude et de sortie hors de soi, c'est-à-dire c'est ça qu'il a connu, quelque chose qui serait presque de l'ordre de la transe. Ce mot est un peu impropre, il est un peu trop fort, mais ça se rapproche quand même de ce qu'il ressentait dans les moments de fusion avec le paysage algérien, voilà, où l'homme sent qu'il appartient à quelque chose qui le dépasse. C'est ce que j'ai appelé, de façon un peu approximative, un panthéisme. Une dame, parce qu'on a... C'était quoi la deuxième question? Il y a une question ici. Ah oui, oui. Alors, bien sûr, j'ai dit à partir de 1942, il sera fixé définitivement en métropole, parce que c'est là qu'il trouve du travail. Je rappelle qu'après que les journaux dans lesquels il avait écrit en Algérie ont été interdits, l'administration d'ultra-droite d'Alger, et d'ailleurs, lui mettent des bâtons dans les roues. Ça veut dire que chaque fois qu'il trouve il est essentiel pour lui de travailler. Il n'a pas d'autres ressources. Chaque fois qu'il trouve un travail, il y a une pression sur l'employeur pour que justement l'emploi ne se fasse pas. Donc, il saute sur le premier emploi qu'on lui trouve en métropole. Donc, à partir de 1940, il fait une petite tentative. Et puis après, c'est en France métropolitaine qu'il trouvera ses emplois. Mais il retourne en Algérie. En tant que journaliste, il fait des reportages. Par exemple, en 1945, il n'est pas là au moment où il y a les émeutes de Sétif et de Guelma, dont j'ai parlé, qui sont justement un moment marquant de l'entrée dans la guerre. En fait, la guerre commence là et pas en 1954. Et il y retourne à diverses reprises. Et jusqu'en 1959, parce qu'il est en train de travailler sur le premier homme, et là, il y va à titre personnel. Il va à Ouled-Fayette, qui était le domaine agricole sur lequel son père est venu. Il fait son enquête. Il essaie de trouver des témoins. Il en trouve très, très peu. Il va sur les traces. Et c'est là qu'il commence à écrire l'histoire familiale. Mais il y est allé régulièrement en Algérie pour des petits séjours. Une dame qui veut poser une question, peut-être avant le prochain monsieur qui a déjà manifesté sa volonté de parler. Oui, l'autre micro, il est où? Vous pouvez lui donner? Bah, juste après, promis. Bonjour à vous. À mon tour, un infini merci pour ce bel exposé. Je relis depuis quelques jours la biographie de Jean Daniel, non pas sa biographie à lui, mais son beau livre qui s'appelle « Avec Camus et résister à l'ère du temps ». Et on y apprend que en 2005, le président Bouteflika avait voulu revenir un peu sur cette image de Camus et le réintégrer en quelque sorte dans une espèce d'amitié, de reconnaissance. Et je voulais savoir ce que vous en pensez. Est-ce que c'est juste un coup de com', de propagande, ou bien c'est quelque chose, une démarche plus profonde, plus sincère, surtout venant du président Bouteflika? Voilà, sans commentaire. Bon, vous me demandez mon opinion, là, puisque je ne suis pas dans le secret des dieux. Je pense que c'était opportuniste. C'est-à-dire qu'il y a eu régulièrement, quand on a pensé que le temps avait fait son œuvre et qu'on pouvait renouer le dialogue, au moins sur le plan intellectuel, culturel, il y a eu des tentatives. Par exemple, il y a eu, dans les années 2000, mais je ne saurais pas dire la date exacte, une caravane Camus qui s'était promenée à l'initiative du Centre culturel algérien qui était dirigé alors par Yasmina Khadra, qui est l'écrivain à succès que l'on sait. Et il y avait eu donc une caravane Camus
qui s'était promené en France et qui était chargé de, voilà, de montrer sur des tableaux d'exposition des photographies, des petits rappels de divers moments de la vie et de l'œuvre de Camus. Cette caravane était destinée à aller en Algérie ensuite. Il y a eu un tollé. C'est-à-dire que des intellectuels, des turiféraires du régime, ont pris position en disant comment c'est une entreprise néocolonialiste, on veut à nouveau nous infliger l'ascendant de la culture française, et Camus revient comme fer de lance du colonialisme. Donc ça, c'était dans les années 2000. Vous voyez bien que 2005, ce que Bouteflika, qui était parfaitement d'accord avec ces tentatives de sabordage d'une telle entreprise, pouvait penser. Non, je crois que le régime algérien, régulièrement, instrumentalise non seulement une personne comme Camus, qui est emblématique, mais l'histoire algérienne. Les tentatives, par exemple, d'histoire écrite à deux, que des historiens ont lancées, historiens français, historiens algériens, décidant d'écrire... Eh bien, côté français, ça marche. Côté algérien, il y a des bâtons dans les roues. Chaque fois qu'il y a des initiatives de ce genre, Emmanuel Macron, on peut penser ce qu'il veut, mais il avait donné carte blanche à des historiens, dont Benjamin Stora, pour essayer justement d'écrire de façon commune une histoire qui n'aurait par conséquent pas été partisane ou oublieuse de certains pans. Eh bien, ça a capoté côté algérien. Parce que ça permet, indiscutablement, on le voit, chaque fois qu'il faut faire passer un événement dur, une incurie locale, eh bien, ranimer le ressentiment contre la France, dire que tout vient, et beaucoup de choses viennent, de la colonisation, non seulement sur le plan économique, mais sur le plan justement des mentalités, des esprits. Je veux dire, le trauma de la colonisation, il ne faut pas en minorer l'importance. Il s'est transmis au-delà des générations qui ont vécu l'événement en direct. Il s'est transmis chez les enfants, par des silences y compris. Donc c'est très facile de réanimer, si vous voulez, le ressentiment côté algérien, et dans une mouvance de gauche, en France aussi. Alors, j'ai 3 questions. La première, très courte, je ne les développerai pas parce qu'on va parler longuement. Simplement une curiosité par rapport à quelque chose que vous avez indiqué sur qu'il était rentré tardivement en résistance, semble-t-il. Voilà, donc si vous avez une explication. Ma deuxième question, est-ce qu'il y a eu chez Camus, et si vous pouvez m'en donner la référence, un texte où il dénonce clairement et fortement la généralisation de la torture par l'armée française pendant la guerre d'Algérie? Voilà, est-ce que il y a un texte que vous pourriez me citer parce qu'en même temps il y avait des intellectuels qui la dénonçaient dans ces années-là. Et troisièmement, dans le conflit de la guerre d'Algérie, effectivement, comme vous l'avez dit, il essaie de trouver un chemin, mais dans ce chemin entre ceux qui sont bon gré mal gré partisans de maintenir la colonisation et ceux qui sont partisans de l'indépendance, est-ce qu'ils penchent finalement, ou est-ce qu'ils restent sur voilà, qu'est-ce qu'ils sentaient finalement de ça? Parce qu'effectivement, il y a cette idée que vous avez développée de cette association, voilà, mais comment il se situait quand même au fond de cette question? Parce que voilà, l'alternative, c'était ça quand même. Donc à un moment, à cette époque-là, l'alternative, c'était de se poser, on se dit, c'est bien, c'est l'indépendance ou l'Algérie française. D'accord. Alors, sur la première question, Camus a dit que lorsqu'il était en Algérie en 1940, il y avait eu des petits mouvements qui essayaient de mettre en place une résistance locale, mais ça ne s'est jamais concrétisé. Donc il était en relation, si vous voulez, on sait qu'il a assisté à des réunions dans des cercles qui étaient favorables justement à la résistance. Par exemple, on sait qu'il a été dans des réunions de la famille de Goers, qui a ouvert ses salons, si vous voulez, à ces noyaux de résistance, mais qui étaient informels.
Il a accueilli des réfugiés, des antifascistes, je l'ai dit. Mais en fait, la résistance s'est organisée, et justement en vue d'un débarquement, puisqu'on savait que c'était la solution, que les forces alliées débarquent. Et il y a eu, avant le débarquement qui a réussi, le 8 novembre 1942, il y a eu des tentatives antérieures qui ont échoué. Donc, il fallait préparer localement, si vous voulez, la neutralisation des forces de Vichy pour favoriser le débarquement. Tout ça a été resté informel. Ça ne s'est concrétisé véritablement qu'en 1942, grâce justement à l'envoi, l'infiltration d'hommes envoyés par les États-Unis, etc., qui ont réussi à coordonner et à joindre justement les gens qui d'emblée étaient disponibles pour organiser cette résistance, et parmi eux, beaucoup de Juifs qui avaient perdu, du fait des décrets de Vichy, leur nationalité française, qui étaient redevenus indigènes, voire apatrides. Donc, la résistance en Algérie s'est organisée très tard. En 1942, justement, Camus est très malade. Une attaque de tuberculose, un retour de la tuberculose qui fait qu'on a craint pour sa vie. Ses amis disent, par exemple Marguerite d'Aubraine, qu'il a vu juste avant qu'il s'embarque pour la France métropolitaine, on le croyait en sursis, c'est-à-dire que vraiment il était à l'article de la mort. On minore souvent ce facteur dans la vie de Camus, la maladie. Et le fait qu'il ait réussi ce tour de force dans les 20 ans, dans le fond, de sa vie en France, à Paris, à écrire tant de choses, à prendre tant de place, chez un homme qui, régulièrement, devait aller chez le médecin faire des insufflations, on ne savait pas soigner la tuberculose. Les antibiotiques sont venus très tard dans le traitement de la tuberculose de Camus. Et le fait qu'il était obligé de s'aliter, il était incapable de tenir debout à divers moments de sa vie. Bon. Donc, il va au Chambon-sur-Lignon, plus exactement dans un hameau, le Panelier, qui est très isolé. Le Chambon-sur-Lignon, c'est un plateau. Une de mes collègues, Anne Proutot, qui est la présidente de la Société des études camusiennes, a dirigé un ouvrage collectif qui vient de paraître aux éditions Bleu Autour, qui s'appelle Camus au Chambon, Les Justes, Camus au Chambon-sur-Lignon. Parce que le Chambon-sur-Lignon était un plateau où la population était protestante et avait de longue date une tradition d'accueil de tous les réfugiés, de tous les réprouvés. Et les habitants, dans leur immense majorité, ont caché des réfugiés, des juifs en particulier. Ils ont sauvé des milliers d'enfants juifs. Et les pasteurs eux-mêmes, en chair, faisaient des sermons pour inciter la population à faire cela. C'est-à-dire, ouvertement, ils prenaient position contre le régime de Vichy. Et le plateau du Chambon a été un des rares lieux à recevoir collectivement la médaille des Justes. Camus se trouvait là. Il était très très malade et vraiment très préoccupé par des questions sordides de survie. Il a probablement entreaperçu, mais il n'a pas pris l'ampleur du réseau de résistance sur place. Mais dès qu'il a pu, et que justement Pascal Piat lui a proposé un emploi dans le journal clandestin Combat, il est allé à Paris et il s'est embarqué dans Combat en prenant tous les risques. C'est-à-dire non seulement en écrivant des articles, bien sûr avec des signatures de pseudonymes, mais en écrivant très clairement, qu'il fallait résister par tous les moyens. Donc quand on dit Camus, un non-violent, non. Il incite à la résistance, au sabotage, enfin à la résistance par tous les moyens. Et il dit, prendre des risques en tant que journaliste, c'est un devoir, c'est un honneur. Bon, il a failli être arrêté, on le sait, d'autres parmi l'équipe ont été déportés, donc il a pris des risques. C'est assez tardif, c'est en mars 1943. Ça s'explique, c'est très curieux, et on le sait, complexe d'expliquer comment les gens se sont trouvés du bon côté. Certains, si vous voulez, par exemple, Malraux, grand résistant s'il en est entré dans la résistance en 1944. Donc, il y a des facteurs, si vous voulez, qui sont imprévisibles, qui sont dus à la situation personnelle. Où se trouvait-on? Dans quel état était-on? Etc. Les rencontres. Et pour Camus, la rencontre décisive, enfin, même s'il savait, en allant de toute façon se soigner à Saint-Étienne ou à Lyon,
il voyait bien qu'il y avait des amis qui étaient dans la résistance, ils l'ont tenu au courant. Quand ils l'ont trouvé apte, physiquement probablement, à entrer dans le jeu, ils l'ont embarqué et Camus a écrit plus tard à sa femme, dont il a été séparé du fait du débarquement, etc. Il a écrit « Quand j'ai pris mes responsabilités ». Voilà, quand il a fallu, j'ai pris mes responsabilités. Donc ça, c'est pour la résistance. Et je vous conseille ce livre qui vient de paraître et qui travaille justement cette période 42-43 dans la vie de Camus. Alors le deuxième point, c'est comment envisageait-il, c'est ça? Ah, la torture. Alors sur ce point, Camus a écrit dans des articles en dénonçant la torture et en disant justement, là encore, ce qu'il disait sans cesse dans tous les articles, depuis Soir républicain jusqu'à ceux qu'il écrit dans Combat, dans l'Express, etc. Il y a pire que la misère dans laquelle on contraint des hommes, il y a l'humiliation. Et il est contre tout ce qui enlève de la dignité aux hommes. Voilà. Et donc, ça peut rester général. De temps en temps, ça s'illustre de façon concrète. Donc, lorsque on exerce justement une répression aveugle, y compris sous le sceau de la police ou de l'armée légale. Donc, il prend position, si vous voulez, jamais aussi ouvertement que ne l'a fait Henri Alleg, bien sûr. Et à propos du livre d'Henri Alleg, qui témoigne de la torture, on sait qu'il n'était pas pour sa publication, par exemple. Ambiguïté de la part de Camus, peut-être. C'est-à-dire qu'il ne voulait pas, c'est toujours la... alors on peut dire qu'il louvoie. Je crois que c'était un équilibre très compliqué, très difficile à tenir, mais qu'il essayait de tenir coûte que coûte. Ça ne faisait le miel que de certains, les indépendantistes virulents, et surtout ça démoralisait un peu quand il cherchait, lui, à ce qu'on ne désespère jamais. Alors, pas comme le faisait l'appel de Sartre, disant « il ne faut pas désespérer Billancourt », mais en trichant, si vous voulez. Mais quelquefois, il a été, on va dire, il a éludé ou il a un peu, non pas ignoré, il en parle de la torture, mais il n'a pas écrit d'ouvrage pour dénoncer cela. Non, non, pas ouvertement. J'ai oublié la troisième question, excusez-moi. Ah oui, comment prévoyait-il, comment voyait-il? Alors, je pense qu'il n'avait pas un projet clé en main, qu'il n'avait pas tout prévu. Je dis, il se rattache à un projet d'un juriste qui essaie de bricoler une constitution qui aurait rattaché... à partir du moment où il s'est fait exclure du Parti communiste en 1938, il n'adhérera plus à aucun parti politique. Il est plutôt, si vous voulez, il se sent plus proche des anarchistes espagnols. Grosso modo, c'est un libertaire, quoi. Et il se méfie de tous les partis qui jouent sur justement la fibre patriotique, nationaliste, toutes les glorifications du terroir. Ça, c'est pas du tout comme ça qu'il entend développer ses idées. Comment prévoyait-il? Il espérait, il était pris entre des conflits de loyauté, désir d'émancipation, d'accès à l'égalité de droit et à l'égalité de dignité pour les Arabes et les Berbères d'Algérie, et la fidélité à sa communauté d'origine. Ça veut dire qu'il ne voyait pas comment des gens qui étaient venus s'installer en Algérie et qui, pour certains, étaient là depuis 5 générations, ça n'est pas rien, comment on pouvait balayer comme ça tout ce pan d'histoire, toute cette implication, tout cet enracinement. Dans le premier Rome, vous avez lu l'arrivée des colons, qui sont souvent des gueux, des gens qui n'ont rien, qui sont venus justement parce qu'ils pouvaient partir de leur terroir d'origine, que ce soit les pays du bassin méditerranéen, comme j'ai dit, ou même le sol français, et qui venaient souvent dans des conditions abominables, attrapant le palu, combien de morts dans la terre algérienne. Et il évoque aussi la résistance des populations locales. Donc il fallait aussi souvent subir les assauts de la population locale. Il était pris entre ces conflits de loyauté et il n'a pas cherché une solution
unique. Il était en disponibilité, en attente, si vous voulez. Il avait une grande foi dans ce que les hommes avaient justement de possibilité de développer en eux l'humanité. Voilà, c'était un peu utopique, je le conçois. Alors les derniers temps, il avait sans doute renoncé, et c'est pour ça qu'il se replie. Il avait compris que ce serait justement... Même en 1956, quand il va lancer cet appel à la trêve civile, à la demande de ses amis d'Algérie, qui avaient fondé un parti pour essayer eux-mêmes de proposer une troisième voie entre les ultras de droite qui voulaient le maintien pur et dur en l'état de la colonisation française et, sous l'égide du FLN, les tenants d'une indépendance acquise par les armes qui aurait effectivement fait fuir toutes les autres composantes de la population locale. Il y avait un parti qui s'appelait les Français libéraux d'Algérie, le FLA, qui s'est constitué en 1956, justement, et qui avait en son sein autant d'Arabes et de Berbères, de Kabyles surtout, que de Français. Il y avait par exemple Mouloud Mamri et Emmanuel Robles, qui tous deux travaillaient au journal de ce parti. Comment envisageait-il les choses? Robles, par exemple, il pensait que l'Algérie pouvait se rattacher à la France un peu en établissant des liens qu'avait Porto Rico par rapport aux États-Unis. Une sorte d'autonomie, mais en même temps de liens. Ça n'était pas très clair, d'autant qu'au sein de ce parti, il y avait des gens très différents, qui envisageaient sans doute l'avenir de façon très différente, qui s'entendaient seulement sur la volonté de maintenir la pluriethnicité et le dialogue. C'est tout ce qu'on peut dire. Je ne sais pas s'il avait une idée précise de ce que pouvait devenir l'Algérie. Je ne sais pas. On connaît ses déclarations. C'est-à-dire que je ne me résoudrai pas à aller en Algérie en présentant un passeport, comme un étranger. Voilà. Mais au-delà de la réaction affective, si vous voulez, comment il attendait que les hommes travaillent ensemble et essaient d'élaborer ensemble. C'était sans doute utopique. C'est pour ça que j'ai cité l'attitude d'Assia Djebar, parce qu'elle me paraît être plus intéressante. Elle dit, si on avait écouté des hommes comme lui qui essayaient de tempérer les ardeurs bellicistes des deux camps, les intransigeances, l'indépendance arrivait de toute façon, c'était inéluctable. Mais se maintenait un lien qui faisait que on aurait gardé l'essentiel, sans doute. On n'aurait pas. Alors elle cite, et c'est ce qui se vérifie, la relation de la France au Maroc, qui est, qui connaît des éclipses, bien sûr, mais qui est beaucoup moins passionnelle, beaucoup moins conflictuelle que la relation de la France avec l'Algérie. Je crois qu'on est arrivé. Est-ce qu'il y a une dernière question? Non, je crois qu'on va arrêter là. Lire et relire Camus. Oui, j'avais apporté bien entendu des notes pour vous lire les textes, mais je pense que vous allez avoir une séance avec la voix de Camus. Merci beaucoup. Merci à vous.